Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Sommet mondial sur l'intelligence artificielle au service du bien social. Je m'appelle Xenia Fontaine de l'Union internationale des télécommunications à Genève et j'ai l'honneur de présenter le webinaire d'aujourd'hui, Les défis à venir pour l'IA et l'économie créative, impact sociétaux des machines, propriété intellectuelle et développement à l'horizon 2030, organisé en partenariat avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Genève, le Réseau francophone de l'innovation et l'Organisation internationale de la francophonie. Et tout d'abord, l'UIT est l'institution spécialisée des Nations unies pour les technologies, l'information et la télécommunication. Nous sommes également les organisateurs du sommet sur l'intelligence artificielle au service du bien social, organisé en partenariat avec la Fondation X-Prize, 37 autres institutions du système des Nations unies, ICM, et co-organisé avec la Suisse. Cet événement constitue la plateforme privilégiée des Nations unies pour mener un dialogue inclusif sur l'intelligence artificielle. Cette année, avec une programmation numérique hebdomadaire, le sommet vise à toucher encore plus de participants à travers le monde entier. Et avec le programme L'intelligence artistique, le sommet offre également une plateforme internationale aux artistes du monde entier afin d'exposer leur vision artistique sur un avenir durable avec l'IA. Par exemple, l'année dernière, nous avons accueilli des artistes internationaux qui ont posé des questions sur le rôle de l'IA dans nos vies et sur notre créativité en tant qu'humains. Et en raison de l'intérêt croissant pour ce sujet, nous avons lancé cette année un appel international à des projets artistiques Vision d'un avenir durable avec l'IA. Nous avons reçu plus de 100 projets d'œuvres d'art sur ce thème qui ont été présentés dans le cadre de la campagne sur les réseaux sociaux, l'artiste de la semaine, le podcast hebdomadaire avec les artistes, ainsi qu'une première mondiale sur la collaboration avec un musicien IA. Et avant de vous présenter la modératrice d'aujourd'hui, permettez-moi de vous rappeler que si vous souhaitez poser une question, veuillez utiliser l'onglet questions-réponses. Nous comptons particulièrement sur votre participation avant de créer une session interactive. Et j'ai un premier défi pour vous. Veuillez nous indiquer dans le chat la ville ou le pays d'où vous vous connectez. Et je vais le faire moi-même. Donc, je me connecte de Genève. Et puis, on espère qu'on recevra aussi une participation bien internationale. Donc, nous avons Montréal, Namur, France, Buenos Aires, Montréal encore. Parfait. Bienvenue tout le monde. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Flora Six, journaliste de formation, de pratique et de cœur. Elle a travaillé durant les 5 dernières années au sein du KIC. Redevenue indépendante depuis peu, elle s'intéresse toujours aux sujets et questions sur le croisement des arts, des sciences et des nouvelles technologies. Flora, bonjour et bienvenue. Bonjour Xenia. Merci beaucoup et merci à l'UIT de nous accueillir au sein du sommet mondial AI for Good aujourd'hui. J'invite les intervenants à me rejoindre avec leur caméra. Ils sont là, ils sont derrière. Voilà, ils arrivent. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce webinaire consacré au défi de l'intelligence artificielle et de l'économie créative au regard des impacts sociétaux des machines, de la propriété intellectuelle et du développement à l'horizon 2030. Déjà dernier webinaire de notre saison autour de l'intelligence artificielle dans l'art et dans les industries culturelles et créatives. C'est à l'occasion de la sortie du guide éponyme « L'intelligence artificielle dans l'art et dans les ICC » publié par l'Organisation internationale de la francophonie en mai 2020 avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International, un guide qui a été coécrit par Octavio Coulez et Thierry Dutoit, qui est né la volonté de partager ses contenus et d'aller finalement un pas plus loin en ouvrant le débat. Au final, une trentaine d'intervenantes, d'intervenants ont joué le jeu, des artistes, des entrepreneuses, des entrepreneurs,
des chercheuses, des chercheurs, des juristes, professeurs, experts, expertes. Ils nous ont montré, ils ont exposé, ils ont exprimé l'état de leurs recherches, de leurs pratiques, également leurs observations, certaines recommandations. Bref, ils ont partagé avec nous leur flamme avec grande générosité. Dynamisme de l'Afrique francophone, excellence francophone en matière d'intelligence artificielle sur l'échiquier international, IA dans la chaîne culturelle, autant de thématiques que nous avons eu beaucoup de plaisir à partager avec vous. Comme les 4 webinaires précédents, la conférence d'aujourd'hui est enregistrée, elle sera mise en ligne sur les chaînes YouTube de la délégation Wallonie-Bruxelles à Paris, ainsi que sur le réseau francophone de l'innovation. Je vous partagerai les liens dans le chat juste après. Mais pour l'heure, il est grand temps de faire un tour de table et de vous présenter les panélistes d'aujourd'hui. Le mot d'introduction revient à Fabienne Reuter, qui est déléguée générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie auprès des Nations Unies à Genève. Depuis la fin des années 80, elle occupe différents postes liés à la francophonie, un fil rouge qu'elle ne lâche plus et qu'elle conjugue à une volonté d'impulser une dynamique numérique en participant notamment aux négociations de la Convention de l'UNESCO en 2005 pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Octavio Coulez, co-auteur de la publication de l'intelligence artificielle dans l'art et dans les industries culturelles et créatives dont je vous parlais un peu plus tôt, est éditeur numérique, philosophe, chercheur et membre du groupe d'experts de l'UNESCO, chargé de rédiger une recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Il va invoquer aujourd'hui avec nous le besoin d'inclure la culture dans les plans IA nationaux. Il cédera ensuite la parole à Paolo Lanteri, qui est avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Il travaille auprès de la division du droit d'auteur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il nous présente le contexte et il va épingler pour nous les enjeux en matière de droit d'auteur sur l'année écoulée au sein de l'OMPI. Fondatrice et présidente de l'ONG AI Impact Alliance, dont l'objectif est de faciliter une implantation éthique et responsable de l'intelligence artificielle pour le bénéfice du plus grand nombre, Valentine Godard est elle aussi avocate, mais ce n'est pas tout. Artiste et experte des Nations Unies sur les implications éthiques et sociales de l'intelligence artificielle, elle plaide en faveur du rôle déterminant des arts dans la gouvernance numérique. Aude Bernheim co-signe avec Flora Vincent le livre L'intelligence artificielle pas sans elle, dont je vous recommande chaudement la lecture. Chercheuse pas en intelligence artificielle mais en biologie, Aude Bernheim a toutefois développé une série d'outils, notamment basés sur l'intelligence artificielle, afin de rapprocher féminisme et science dans le but de faire progresser l'égalité. Elle nous montrera comment ces outils, vecteurs de biais, peuvent aussi devenir des leviers pour l'égalité des genres. Carolina Quintana est coordinatrice du programme Partenariat et Réseau pour l'économie créative de la CNUSED, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Elle est membre de l'équipe d'experts qui a produit en 2008 le premier rapport sur les perspectives des Nations Unies en matière d'économie créative, un rapport qui a facilité l'insertion de l'économie créative dans les agendas nationaux et internationaux du développement économique. Elle nous donnera un aperçu de l'analyse des industries culturelles créatives vues par la CNUSED et puis elle partagera également quelques petites perspectives en matière d'économie créative pour l'année 2021. Et puis, un moment de questions-réponses est prévu en deuxième partie de webinaire. Vous pouvez d'ores et déjà, comme il vous l'a été recommandé d'ailleurs dans le chat, partager vos questions avec nous dans le chat intitulé questions-réponses. Je vous souhaite un très bon webinaire. Je cède la parole à Madame Fabienne Reuter, déléguée générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie auprès des Nations Unies à Genève. Merci Flora. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour suivre ce webinaire qui s'inscrit, comme l'a rappelé Flora, dans le cycle de conférences initié par Wallonie-Bruxelles International et la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris et l'Organisation internationale de la francophonie. 5 conférences qui constituent un impressionnant travail. Et Flora, d'ailleurs, je pense, a déjà bien cerné les contours et les résultats qui pourraient être attendus et exploités de ce travail. Alors, je suis très heureuse, évidemment, de ce partenariat avec l'UIT
que je remercie vraiment d'avoir intégré cette conférence dans son sommet AI for Good, mais aussi avec la francophonie. Le multilinguisme dans les organisations internationales est en effet une condition essentielle pour la diversité, mais aussi pour la bonne santé démocratique. C'est aussi un enjeu important, bien sûr, pour l'intelligence artificielle, tout comme la propriété intellectuelle, mais ça, nous aurons bien entendu l'occasion d'y revenir. Les enjeux sociétaux à venir en matière d'intelligence artificielle acquièrent une couleur particulière dans le domaine de l'art et des industries culturelles et créatives, secteur que l'on pensait jusqu'à présent réservé à l'humain. La créativité semblait en effet jusqu'à peu réservée aux créateurs et non aux machines. Il y a souvent la crainte exprimée ou non exprimée que l'intelligence artificielle remplace l'humain. Mais la lecture du guide de l'OIF et de WebAI nous montre que dans les secteurs artistiques, on peut se servir de l'intelligence artificielle pour augmenter l'expérience humaine et non la remplacer. Il n'y aurait donc aucune raison en fait d'opposer l'un à l'autre. Pour nous, l'humain doit clairement rester au centre des préoccupations et des dispositifs. L'intelligence artificielle est un secteur d'intérêt prioritaire pour les gouvernements belges francophones également. Le gouvernement d'ailleurs de Wallonie a mis en place une stratégie numérique dans laquelle l'intelligence artificielle est très présente. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a le lancement d'une initiative du programme Digital Wallonia for Email, avec le programme Trail en particulier. J'ai suivi d'ailleurs ce lancement pendant 2 heures aujourd'hui. C'était extrêmement intéressant et j'espère que dans nos échanges qui suivront ce webinaire, nous aurons l'occasion d'évoquer toutes les collaborations possibles et de mettre en place les bonnes pratiques et les recherches. Alors, j'espère également que le fruit de ces 5 webinaires nourriront la réflexion de nos gouvernements, de nos opérateurs en faveur des industries culturelles et créatives. Je suis persuadée que dans tout ce cycle, il y aura d'excellentes choses à partager et à nourrir en termes de perspectives et de suivi. Voilà, pour terminer, je remercie évidemment chaleureusement les intervenants, nos partenaires, vous toutes et tous qui nous suivez. Et je passe la parole à Octavio. Cher Octavio, à vous la parole. Merci. Bon, merci beaucoup, Madame Reuter. Merci, Flora. Merci, Madame Fontaine. Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais tout d'abord remercier l'UIT pour nous avoir accueillis aujourd'hui. Et puisqu'il s'agit du 5e webinaire d'un cycle qui a été très, très riche, très intense, j'aimerais aussi remercier Wallonie Bruxelles, surtout Giacomo Vampini, Soraya Sanardo, toute l'équipe, ainsi que l'OIF. Dans le dernier webinaire qui traitait sur la question de l'intelligence artificielle en Afrique, plusieurs des panélistes ont insisté sur l'importance d'avoir un plan national d'intelligence artificielle. Ils pensaient surtout aux pays africains, mais cette recommandation, je pense qu'elle peut s'appliquer à tous les pays du monde. C'est tout à fait essentiel que tous les pays puissent développer leur propre stratégie nationale d'IA. Et non seulement en termes de recherche, mais aussi d'intelligence artificielle appliquée dans des domaines comme l'éducation, la santé, l'industrie, qui sont tous des secteurs fondamentaux pour atteindre les objectifs du développement durable. Dans le guide que nous avons coécrit avec Thierry Dutoit, nous avons proposé une recommandation additionnelle. Non seulement il est fondamental d'avoir un plan national d'intelligence artificielle, mais il est aussi crucial d'inclure la culture comme un thème stratégique de ces plans nationaux d'intelligence artificielle. Donc, il s'agit par exemple de voir comment utiliser l'intelligence artificielle au niveau national pour enrichir le patrimoine culturel, pour préserver la diversité des langues, pour augmenter la créativité des artistes, pour rendre plus productif le travail des ICC, pour créer de nouveaux emplois dans les secteurs créatifs, pour promouvoir la découvrabilité en ligne des expressions culturelles locales et pour protéger le droit d'auteur, entre autres. Je crois que si on n'inclut pas la culture comme domaine stratégique des plans nationaux d'IA, il y aura tout d'abord des opportunités perdues
pour le secteur culturel lui-même. Donc pour les artistes, pour les ICC, donc les industries culturelles et créatives, et pour le public. Mais il y aura aussi des problèmes pour le reste de la société. Si on n'inclut pas la culture dans les plans d'intelligence artificielle, je crois qu'il y aura des problèmes en termes de cohésion sociale, qui est tout à fait fondamental pour la durabilité. Donc, on le sait tous que le monde post-Covid sera beaucoup plus digital. Il sera géré par des algorithmes partout, y compris dans le secteur de la culture. Et une société qui ne maîtrise pas l'IA n'aura pas les moyens de créer sa propre culture. Et est-ce qu'une culture sera viable si elle n'est pas capable de créer ses propres expressions culturelles? Déjà, on commence à voir, par exemple, des expériences qui sont d'ailleurs très, très intéressantes, de création, par exemple, de masques africains en utilisant de l'apprentissage automatique, machine learning. C'est ce qu'ont fait les entrepreneurs du collectif Obios, français. On a eu la chance d'avoir Pierre Fautrel dans un des panels, le 3e webinaire. Et c'est passionnant ce qu'ils font. Ils ont alimenté la machine avec des images de masques traditionnels africains pour en créer de nouveaux. Et donc, est-ce que l'art africain du futur sera créé par des centres de recherche ou des startups en France, en Chine ou à la Silicon Valley? Là, je pense qu'il y a un thème à discuter. Non? Comment peut faire un pays pour développer son propre écosystème IA pour que ce soit aussi les artistes africains, les artistes, les startups africaines qui puissent aussi participer de ces créations. Alors, juste pour finir, on parle toujours de cette idée d'avoir une IA centrée sur l'humain. Et c'est précisément la culture ce qui nous définit en tant qu'être humain. Donc, je pense que c'est tout à fait fondamental dans le débat sur l'IA et le développement durable de mettre au centre la question culturelle. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Paolo Lantelli. Merci beaucoup, Octavio, et merci beaucoup aux organisateurs, Wallonie-Bruxelles International et l'Organisation internationale de la francophonie, et bien sûr aussi à la OIT pour l'accueil. La UNPI et moi-même, nous sommes honorés de participer à ce débat qui est à la fois de grande actualité, voire à la mode, et très stratégique pour nos chères industries culturelles et créatives. Tout d'abord, je voudrais m'excuser, vous l'avez déjà compris, par avance pour mon faible niveau de français, tout à fait pas adéquat pour un événement de l'OIF. Et voilà, dans ces contextes d'analyse du futur des industries culturelles, je me propose de partager l'expérience et les premiers résultats des travaux amenés au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. J'irai brièvement décrire les dialogues politiques en cours et introduire certaines questions juridiques liées surtout aux droits d'auteur et l'interaction avec la créativité IA. Tout d'abord, il est important de souligner le contexte de notre travail. Donc, l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, est une agence des Nations Unies, comme l'UNESCO et l'OIT. Il est financièrement autonome. Il a 193 États membres et a comme mission promouvoir l'innovation et la créativité à travers un système de propriété intellectuelle équilibré et efficace. On le sait très bien, la propriété intellectuelle offre une base juridique incontournable pour les opérations des industries culturelles et créatives parce qu'ils établissent les règles du jeu de toutes ces opérations à partir de la création, la distribution, la consommation, et tous les licenciements en ligne ou pas en ligne. La propriété intellectuelle a aussi un lien direct, un peu plus complexe parfois, avec les objectifs du développement durable, notamment avec le numéro 9, industrie, innovation et infrastructure, et le numéro 4, éducation de qualité, et tout le monde de l'édition. Donc, malheureusement, on n'aura pas le temps de se concentrer sur ces liens parce qu'aujourd'hui, on est ici pour parler de pourquoi l'intelligence artificielle est rentrée dans l'agenda de l'OMPI. On l'a déjà rappelé à plusieurs reprises, l'intelligence artificielle trouve aujourd'hui application dans des fonctions qui étaient
auparavant du domaine exclusif du cerveau humain, comme la créativité et l'ingéniosité. Donc, sans grande surprise, les questions relatives à l'impact qu'il y a sur le système de propriété intellectuelle font l'objet d'une attention exponentielle. Un nombre croissant de gouvernements, notamment la France, l'Angleterre, les États-Unis, ont déjà commencé à discuter cette spécifique question à niveau national et aussi, bien sûr, dans différents forums qui sont représentés aujourd'hui et, bien sûr, au sein de l'OMPI. Le débat qui s'appelle Dialogue international sur la politique de propriété intellectuelle par rapport à l'intelligence artificielle est tout récent. C'est commencé à la fin de 2019. Et là, elle avait comme objectif trouver les bonnes questions, les questions même à soulever et analyser, non pas les réponses. On n'est pas là encore. Donc la question fondamentale, bien sûr, à la base de tout ce processus, c'est analyser si la propriété intellectuelle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, peut continuer à jouer son rôle principal, qui est d'encourager la créativité et l'innovation, ou si par contre le système aura besoin d'adaptation ou de quelques changements. Conformément au mandat de l'OMPI, la portée de l'éventail des sujets couverts par cette discussion est vraiment limitée, ciblée à la propriété intellectuelle. Dans sa définition la plus large, ça veut dire incluant les brevets, les marques, les inventions et bien sûr les droits d'auteur. Et ça veut dire aussi que même en reconnaissant l'énorme importance et pertinence des sujets déjà évoqués par toutes les organisations participantes aujourd'hui, des sujets comme l'éthique, la protection des données privées, l'engagement des utilisateurs, qui maintenant aujourd'hui un rôle clé vraiment pour la distribution des œuvres protégées sur Internet, ou aussi les métadonnées dans la gestion du droit d'auteur. Tous ces sujets-là, ce n'était pas vraiment ciblé par notre débat, parce que le débat s'était centré sur le système juridique de la propriété intellectuelle. Le processus était ouvert à tous les parties prenantes, pas seulement aux États membres. Et là, c'est déroulé sur différents volets. On a eu des réunions au début physiques à Genève et après, bien sûr, en ligne, où des milliers de participants, ils ont participé depuis tout le monde. On a aussi eu un document, la base de ces discussions, c'était un document qui est accessible, bien sûr, des synthèses de toutes les questions qui ont proposé analyser dans un processus après. Et la question, c'était, est-ce qu'on est d'accord sur les questions? Et on a ouvert ces documents à une procédure de contribution écrite. Dans un an, on a reçu un peu plus de 350 opinions, contributions écrites. Et comme je vous disais, c'était un modèle multiparti, multi-stakeholder, que c'était un peu différent. C'est un peu différent des processus traditionnels chez l'OMPI. Et donc, aujourd'hui, on a une source d'information extrêmement riche sur la plupart des divers sujets, mais surtout une image vivante de la plupart des intérêts en jeu. Parce que dans les contributions écrites, on a bien sûr les gouvernements, mais on a aussi toutes les associations industrielles et professionnelles de l'industrie de la musique, de l'édition, du cinéma, les sociétés de gestion collective, les entreprises individuelles comme Tencent, IBM, ou des ONG représentant les usagers, les centres de recherche, les bibliothèques ou même des grandes entreprises de Silicon Valley. Donc là, on a vraiment tout l'éventail de différentes opinions, des intérêts en jeu énormes économiques. Le débat, c'est quoi le sujet de fond? Le sujet de fond, c'était tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle. Pour ceux qui concernent les droits d'auteur, évidemment, je devrais résumer des dizaines de questions en quelques grandes catégories. La première question plus importante, c'est comment on va différencier les œuvres générées de manière autonome par la IA de celles créées avec l'assistance de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle comme utile en main des auteurs. Toutefois, comme déjà rappelé dans l'étude, la guide au sujet de ce débat aujourd'hui, la plupart des processus de création ne sont pas totalement autonomes et nécessitent que les humains jouent un rôle actif et souvent très important dans différentes phases, aussi dans la sélection finale des résultats. Cette considération est le point de départ du tout débat parce que, évidemment, chacune de ces deux catégories mérite un traitement juridique différent.
On commence avec la première, que c'était vraiment la ciblée par le débat, sur l'opportunité et la manière de protéger les œuvres générées de manière autonome par l'intelligence artificielle. La réponse était pratiquement consensuelle. Une majorité écrasante des soumissions défend haut et fort la position selon laquelle, bien sûr, il faut un être humain pour déclencher la protection des droits d'auteur. Les droits d'auteur est et devrait rester centré sur l'être humain. L'anthropocentrisme du système découle d'arguments philosophiques, juridiques, sémantiques et aussi de l'observation objective que la grande majorité des législations imposent un lien entre des concepts de base tels comme l'originalité, la durée des droits, l'exercice des droits moraux aux personnes physiques. Là, pas trop de discussion. Deuxièmement, dans les cadres actuels, il y a une réalisation que l'analyse des questions relatives aux œuvres créées avec l'assistance de l'intelligence artificielle pourrait fournir en fait un champ de discussion plus empirique et pragmatique. Dans les cas où l'intelligence artificielle et les humains créent ensemble, en principe, la protection sera accordée lorsque l'intervention humaine est considérée comme étant de nature créative et l'œuvre passe le test d'originalité. Alors là, on pourra discuter de si c'est plutôt l'ingénieur du software ou l'utilisateur de ce système. Et je serais content de répondre à votre question. Les opinions au sujet, notamment, sont très différentes. Il y a aussi des pays qui ont des législations qui règlent directement ce sujet. Un autre thème, les derniers, du sujet des grands débats et des opinions très polarisées, concerne l'apprentissage des machines, le machine learning automatique. Comme nous l'avons déjà expliqué dans la guide, très bien, tout comme les peintres, les compositeurs, les journalistes en intelligence artificielle doivent se former, étudier pour pouvoir créer de nouvelles œuvres de valeur. Donc, dans ce processus de formation, l'intelligence artificielle utilise du matériel d'apprentissage qui peut être protégé par le droit d'auteur, notamment des créations comme des articles, la littérature, des peintures. Contrairement aux élèves, les étudiants humains qui peuvent apprendre en conservant des informations dans leur cerveau, l'intelligence artificielle doit normalement stocker, reproduire des copies du matériel d'apprentissage dans sa mémoire. Il doit également, normalement, exercer certaines actions comme la modification, l'adaptation de ces fichiers, le partage des copies avec d'autres systèmes informatiques, l'exécution, la communication au public. Toutes ces actions-là sont en principe protégées par le droit d'auteur. Donc, au moins qu'un matériel ne soit dans le domaine public, ne fasse objet d'une licence, ou ne soit utilisé dans le cadre d'une exception spécifique, d'un fair use, l'intelligence artificielle est susceptible de violer les droits d'auteur pendant qu'il apprend, qu'il a un cours d'aller à l'école. Donc, dans ces domaines-là, les opinions des parties prenantes semblent clairement polarisées. Les industries, les ayants droit, ils veulent clairement en tenir un contrôle. D'un autre côté, les développeurs d'applications d'intelligence artificielle, ils voient se dérouler dans un contexte de légalité pleine. Donc, en regardant le futur, répondre à ces questions sous-jacentes aura des implications fondamentales pour les industries créatives, le développement de l'intelligence artificielle et, en fin de compte, pour la société dans son ensemble. Un appel général à la prudence a été reçu de plusieurs groupes de parties prenantes dans ces débats, qui souligne que le système de propriété intellectuelle actuel offre déjà suffisamment de flexibilité et adaptabilité pour faire face à un grand nombre de défis. Tout en félicitant le processus de consultation et en reconnaissant la pertinence du sujet, et aussi en reconnaissant l'importance de la sécurité juridique, ils nous ont rappelé qu'il convient recueillir davantage de preuves de l'existence des problèmes réels et des barrières concrètes avant d'entamer tous exercices de définition des normes. En laissant de côté, bien sûr, un débat sur les enjeux et sur des politiques publiques telles comme celles qu'on est en train de dérouler maintenant. En conclusion, je crois que comme tout grand changement,
majeurs dans la technologie, la société, l'économie. Pour trouver des mesures viables et consensuelles, nous aurons besoin de processus décisionnels équilibrés, inclusifs et longs aussi, qui nous tiendront probablement occupés pendant les années à venir. Voilà un résumé de notre travail des dernières années. Merci beaucoup de votre attention et je passe maintenant la parole à Valentine Gothard. Merci. Oui, bonjour. Bonjour, merci à l'UTI pour votre accueil, à Lobia pour son invitation à les représenter, à Florasix pour la modération. Merci et à tous nos participants d'être ici avec nous d'un peu partout sur le globe. J'ai été invitée aujourd'hui pour vous parler un peu de l'organisme AI Impact Alliance et surtout de son projet Art Impact AI. Et je voudrais partager avec vous mon écran. Donc, je vais faire ça à l'instant. Juste une petite confirmation peut-être dans le chat que tout s'est bien rendu, que tout le monde voit bien. Oui? Parfait. OK. Excellent. Donc, l'objectif principal aujourd'hui, ce dont je voudrais me concentrer pendant le 10 minutes, c'est vous parler un petit peu du travail que je fais. Comme Flora expliquait tout à l'heure, je porte différents chapeaux. Je suis avocate et je suis aussi artiste en art visuel. L'organisme AI Impact Alliance que j'ai fondé il y a 3 ans facilite un développement éthique et responsable de l'IA à travers, entre autres, en plaidant effectivement pour le rôle important des arts et de la culture dans des politiques publiques, dans une gouvernance numérique qui soit inclusive, informée et en continu. On fait effectivement face à le défi d'essayer de cerner des enjeux qui sont complexes, tout en voulant inclure un plus grand nombre de citoyens dans cette discussion. On peut se demander qui raconte présentement l'histoire de l'IA, qui est en contrôle du narratif autour de cette nouvelle technologie, qui profite de ce narratif. Je me suis posé la question il y a 3 ans. On a mis sur scène des artistes qui venaient contribuer à la transparence. Et quand j'ai soulevé cette idée que les artistes pouvaient pas contribuer de façon proactive à une IA plus éthique, ce que j'ai fait pour visualiser le processus, c'est que j'ai mis sur scène une boîte noire avec des pans de chaque côté qui pouvaient s'enlever pour rendre la boîte noire plus transparente au fur et à mesure que les artistes nous aidaient à comprendre certains enjeux plus complexes. Il est certain que l'intelligence artificielle va avoir un impact sur le rôle, sur les industries créatives, mais le voyage que j'ai fait l'année passée, c'était plutôt pour comprendre en fait comment les artistes et les travailleurs culturels eux-mêmes percevaient l'intelligence artificielle, quel potentiel ils voyaient, quel risque ils voyaient, mais surtout comment les artistes voulaient avoir un impact sur l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'était les ateliers Art Impact et un peu plus tard dans le chat, je vous mettrai des liens vers un rapport de 40 pages qui explique plus en détail comment on a présenté les ateliers, comment on a travaillé avec les artistes à travers les 12 provinces, 13, en fait, à cause de COVID, on dit 12, au Canada, il y a 13 territoires et provinces. On a réussi à en faire 12 avant le début de la pandémie. Donc, il y a un rapport qui est disponible. Le rapport Art Impact se voulait vraiment un résumé, un sommaire des recommandations que les artistes, les travailleurs culturels ont fait eux-mêmes par rapport à une implantation éthique et responsable de l'intelligence artificielle. Ce sont des recommandations en politique publique qui ont résulté en des travaux avec les Nations Unies et
et les politiques publiques qui ont été mises sur la gouvernance numérique par les Nations unies ont souligné, entre autres, le rôle important des arts dans la gouvernance numérique. Donc, on parlait de propriété intellectuelle plus tôt. C'est certain qu'il y a beaucoup de questions absolument fascinantes. J'ai suivi aussi les travaux de l'Organisme mondial de la propriété intellectuelle au cours de l'année. C'était vraiment... C'est fascinant, la croisée entre l'intelligence artificielle, la propriété intellectuelle et les arts présentement. Comme juriste et comme artiste, c'est vraiment au cœur d'enjeux de pouvoir extrêmement importants. Et une chose que j'ai pas eu la chance d'entendre aujourd'hui, que je trouve qui est vraiment important de souligner à chaque fois, c'est que présentement, si on regarde le portrait de la propriété des brevets en intelligence artificielle, 26 sur 30 des requérants des brevets sont des entreprises privées. Seulement 4 étaient des institutions publiques. Donc, la propriété de l'intelligence artificielle est entre les mains d'un secteur très particulier, donc de très fermé. Donc, on parle de Microsoft, d'IBM, qui font beaucoup de AI for Good, mais en même temps, c'est important d'être conscient qu'elles sont propriétaires de la majorité des brevets en intelligence artificielle. Quand on regarde à l'intérieur des entreprises qui créent de l'intelligence artificielle, qui développent de l'intelligence artificielle, et c'est important d'être conscient que ça varie entre certaines startups qui trouvent pas aucune développeuse pour travailler avec eux, ou même les grandes entreprises comme Facebook et Google, où on compte en moyenne 0 à 15% de femmes qui sont publiées en recherche en intelligence artificielle. Donc, la conception même de ce qu'est l'intelligence, ce qu'on choisit d'automatiser, comment on choisit de l'intégrer, c'est important d'être conscient de ce portrait-là. Donc, on est parti l'année passée pour faire, comme je disais, une rencontre avec des artistes pour ouvrir le débat. Et je voudrais partager aujourd'hui avec vous, parce qu'il reste 4 minutes, quelques-unes des conclusions de ces rencontres. Et le sentiment qu'on a eu de la part des artistes, c'est important de dire que 51% des artistes au Canada sont des femmes, 60% sont des travailleurs autonomes. Donc, dans leur capacité d'avoir accès à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire donc à une base de données assez importante, avoir accès soit à l'Internet dans certaines régions du Canada. Il y a vraiment une liste d'épiceries qui est dans le rapport hors impact qui permettrait d'améliorer l'accès à l'intelligence artificielle. Parce que l'intérêt pour utiliser l'IA dans leur pratique artistique ou dans des entreprises créatives touristiques, l'intérêt, il est là. Donc, c'est important de regarder la liste d'épicerie et se demander pourquoi ces artistes, travailleurs culturels ne s'en servent pas présentement. Ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'intérêt. L'autre chose, c'est qu'on a envie, puis quand je dis on a envie, là, je parle vraiment de façon très générale, le plus succinctement possible dans les prochaines 2 minutes. Les artistes ont envie de faire partie de cette conversation de ground up, vraiment de partir de la base. On veut de l'information neutre, indépendante par rapport au potentiel, par rapport au risque de l'IA. On veut être capable de faire ses propres choix. On veut être capable d'analyser les impacts pour sa communauté et faire des choix en allant de l'avant. Donc, les artistes peuvent contribuer à la transparence de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils aident les citoyens à comprendre des enjeux, à explorer avec eux et faire des choix informés par rapport à l'utilisation de l'IA et façonner l'avenir de l'IA dans la société. De cette façon-là, basée sur de la recherche qui a été faite en matière d'innovation politique publique, les arts sont en fait une force conductrice importante pour des politiques d'intelligence artificielle informée, pour des politiques en nouvelles technologies, en fait, et permettent de revitaliser le processus démocratique dans l'adoption
directives, de réglementation sur le développement et la gouvernance de l'IA. Et il me reste quelques petites une minute. Donc, je voudrais juste partager avec vous, entre autres, le projet qui résulte de ces recommandations. C'est une plateforme qui s'appelle Art plus AI. C'est une galerie interactive. C'est un espace où on peut faire un partage de connaissances interdisciplinaires sur l'IA à la société. C'est un contenu qui est accessible, qui est engageant et qui permet de faire un saut immersif dans un avenir numérique inclusif et durable. Et je mettrai les liens un petit peu plus tard là-dessus. Je mettrai aussi les liens pour les 8 recommandations qui ont été faites auprès des Nations unies cet été. Celles-ci sont celles dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc, le soutien de l'engagement citoyen, de la conception critique, meilleur accès, et se concentrer sur des stratégies de propriété intellectuelle qui soutiennent un secteur culturel florissant. Merci. Et je passe la parole. Oh non, attends un petit peu. Là, je me rappelle plus à qui je passe la parole. Aude. Je me rappelle de son prénom. Attends, je cherche ma liste. Flora, est-ce que tu peux me sauver, s'il vous plaît? Oui, c'est bien Aude Bernheim qui va prendre la parole et qui doit allumer son micro. Bon, merci. Je voulais juste partager du coup mon écran. Voilà, donc je m'appelle Aude Bernheim et j'interviens aujourd'hui, on va dire, autour de réflexions que j'ai pu mener dans le cadre de l'écriture d'un livre qui a été publié en 2019, donc, qui s'appelle L'intelligence artificielle pas sans elle, que j'ai coécrit avec Flora Vincent. Donc, toutes les deux pour un peu nous situer. Donc, déjà, je vous parle de Paris. On est en fait toutes les deux scientifiques, mais pas en IA, en biologie. Mais dans le cadre, on va dire, de nos travaux, de nos études, on a fondé une association scientifique et féministe donc en 2013. Donc, on a coprésidé pendant 4 ans. Et donc, à partir de là, on a commencé à s'intéresser à tous les liens entre, on va dire, égalité femmes-hommes et science. Science, on va dire, en général, mais plus précisément, on peut dire des sciences un peu dures. Donc, voilà, donc, que ce soit la biologie, mais aussi d'autres sciences. On a écrit ce livre dans le cadre d'une collection du laboratoire de l'égalité. Donc, je ne vais pas vous faire un résumé d'absolument tout ce qu'on a écrit dans le livre, mais j'aimerais juste brosser quelques thématiques et questions auxquelles on répond. Et le point de départ du livre, c'était se poser la question des liens et des enjeux entre IA et égalité. Et donc, ces enjeux sont multiples et on peut vraiment voir qu'on peut comprendre les problèmes selon plusieurs angles. Donc, tout d'abord, en fait, je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant, mais donc, il y a une absence de femmes dans le secteur. Donc, on s'est posé la question de comment expliquer l'absence de femmes dans le secteur. Ensuite, là aussi, c'est des choses qui commencent à être connues de beaucoup de monde. C'est que les algorithmes, en fait, reproduisent un certain nombre de stéréotypes existants dans la société et vont donc avoir des résultats qu'on peut dire sexistes, donc vont avoir des biais. Et donc, ça va en fait de potentiellement exclure automatiquement dans des processus de recrutement des CV de femmes, ou en termes de santé, il y a des biais raciaux qui ont été déterminés, ou dans le cadre de la justice. Donc, il y a tout un tas de biais qui sont documentés aujourd'hui. Et du coup, ce qu'on a essayé de faire dans le livre, c'est de prendre toutes les étapes de construction d'un algorithme et de décortiquer vraiment ces étapes-là à la lumière de à quel moment on va avoir des biais et comment ils viennent. Et du coup, là, on voit vraiment qu'à toutes les étapes de création d'un algorithme, on va avoir des biais potentiels. Et du coup, souvent, c'est vrai que là ce que j'ai pu montrer, c'est plutôt, on va dire, négatif. Quand on associe intelligence artificielle et égalité, on a tendance à voir ça comme quelque chose de pas très positif parce qu'il n'y a pas assez de femmes et parce qu'en plus, ça produit des résultats sexistes. Donc, on n'est pas GG. Mais du coup, ce qu'on a aussi essayé de voir, c'est
quelles sont les solutions. Et je pense qu'un des aspects très positifs, c'est que le secteur a quand même, comparé à des secteurs, on va dire, qui sont beaucoup plus anciens que l'intelligence artificielle, s'est emparé de ces sujets au final en quelques années, au lieu de en quelques centaines d'années ou millénaires pour certains. Et au-delà de ça, et ce sur quoi j'aimerais insister un peu plus longuement avec vous aujourd'hui, c'est qu'en fait, on peut essayer de retourner le problème dans l'autre sens et de se poser la question de comment les outils d'intelligence artificielle peuvent nous aider à faire progresser l'égalité. Et donc, c'est là-dessus que j'aimerais insister. Et bien sûr, si vous voulez lire la suite, vous pouvez acheter le livre ou vous le procurer ou lire. Il y a pas mal de textes et de commentaires qui reprennent les idées principales du livre en ligne qui sont accessibles gratuitement. Et il y a un résumé du livre qu'on a sur un site internet où vous verrez qu'il y a le site à la fin. Et donc, du coup, donc ce que j'aimerais parler, c'est l'IA comme levier de l'égalité, avec cette idée que l'intelligence artificielle permet vraiment de faire des choses absolument fantastiques dans beaucoup de domaines, et donc pourquoi pas dans le domaine de l'égalité femmes-hommes. Et c'est une phrase qu'on a dit dans le livre qui est qu'il est plus facile de changer des lignes de code que des mentalités. C'est-à-dire que maintenant, on pourrait se demander si, voilà, on sait que les algorithmes étaient biaisés, dans le mauvais sens, vu qu'ils reproduisaient les stéréotypes existants dans notre société et du coup en défaveur des femmes ou par exemple de minorités ethniques. Et la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas les biaiser, mais cette fois-ci, on va dire dans le bon sens, donc je mets des guillemets, donc c'est-à-dire dans un sens qui viserait à aller vers une société un peu plus égalitaire. Et du coup, c'est un peu ce genre de réflexion qu'on essaye de mener. Donc, pour juste rapidement un peu introduire le sujet, et notamment parce qu'on est aussi en train de discuter de tout ce qui est lien avec art, et voilà. Dans le cadre en fait des réflexions qu'on a menées dans ce livre, le format du livre n'est pas forcément le plus adapté pour discuter avec un certain nombre de personnes. Donc, on a collaboré avec 2 artistes. Vous pouvez trouver sur le lien du site internet que je vous montrerai à la fin et que je mettrai dans le chat, une collaboration donc, avec une BD qui a été éditée autour de ces thématiques, mais aussi un illustrateur et un graphiste qui a fait et des vidéos et une exposition liée à ces thématiques d'inégalité artificielle, on les a appelées. Donc vous pouvez trouver ça en ligne et vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, c'est diffusable, faites-en ce que vous voulez. Donc ça, c'est une petite vidéo sur ce thème. Et je crois que vous n'aurez pas la musique. Je m'excuse si vous n'aviez pas la musique, j'ai fait une bêtise en partageant mon écran, mais rien de très grave. Donc, ce qui est introduit par cette petite vidéo, c'est en fait des outils d'intelligence artificielle qu'on peut utiliser comme des outils de diagnostic. Une des capacités fondamentales de l'IA, c'est la capacité à traiter énormément de données et à reconnaître un certain nombre de choses dans ces données. Et du coup, ce qui a été fait en 2016, ça a été de faire regarder un algorithme des films et de voir combien il y avait d'hommes et combien il y avait de femmes et combien de temps ils parlaient. Et du coup, on a pu avoir ces données extrêmement chiffrées qui montrent que les hommes parlent 2 fois plus et sont à l'écran 2 fois plus que les femmes. Donc, on est dans des problématiques de représentativité. Et ce qui est passionnant avec ces algorithmes, c'est qu'en fait, on obtient des données très chiffrées et très spécifiques à ce qu'on cherche. Et pour moi, au-delà dans la petite vidéo, il y avait marqué que ça permettait de changer les lois. Moi, je trouve aussi que ça permet avant tout de changer des mentalités et au sein même de son organisation. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des outils d'intelligence artificielle pour chiffrer autour de soi plein de choses qui vont s'adapter. Donc là, quelqu'un pourrait faire la remarque « Ah oui, mais ça, c'est aux États-Unis, c'est pas en France ». Or, il y a une étude qui, l'année suivante, l'année dernière,
a fait à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui a regardé 700 000 heures de programmes TV, radio, et qui a trouvé exactement le même type de statistiques. Et ce qui est passionnant, c'est qu'au-delà qu'on voit que c'est les mêmes chiffres et que c'est déprimant et qu'il faut changer, ce qui est super, c'est que c'est beaucoup de données, mais qu'en plus, on peut le refaire tourner chaque année, cet algorithme. Donc, on peut prendre des mesures, essayer d'améliorer ce qui se passe, et ensuite voir si ça a marché, parce qu'en fait, on peut faire regarder tous les programmes de ce type. Donc, on voit comme outil de diagnostic, c'est fabuleux par la quantité de données que c'est capable de traiter, mais aussi par le côté très spécifique qu'on peut appliquer à une organisation. Un autre outil d'intelligence artificielle que je voulais mentionner, c'est plutôt dans le côté génératif, donc créatif. On sait qu'aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui sont capables d'écrire des articles de presse, faire des tableaux, faire de la musique. Eh bien, là-dessus, il y a des gens qui ont appliqué ces algorithmes plutôt génératifs, créatifs, on va dire, à un problème très particulier qui est celui de la représentation des femmes dans Wikipédia. Et donc, il y a très peu de biographies de femmes et notamment de femmes scientifiques. Et alors, il y a des initiatives individuelles comme Jess Wade qui a écrit des centaines de biographies de femmes, mais il y a aussi donc une société qui s'appelle Primer qui, en gros, générer un algorithme qui va chercher en ligne des gens qui devraient être sur Wikipédia, des femmes scientifiques, et générer des biographies, on va dire, des débuts de biographies qu'ensuite les gens peuvent compléter. Donc là, on est dans un autre type d'algorithme. Et du coup, on peut maintenant imaginer qu'on ait plein de manières d'encoder l'égalité et donc imaginer à chacun des potentiels algorithmes qui nous permettraient en fait d'aller plus loin vers l'égalité. Donc, quand on aurait un outil de management qui permettrait de recruter, on pourrait forcer cet algorithme à proposer autant de CV de candidats de femmes que d'hommes pour un certain type de poste, au lieu de dire on va prendre ce qu'il y a et de reproduire des biais. De la même façon, il y a eu des études qui montraient des biais sur la rémunération. On pourrait aussi avoir un outil qui, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé, qui, pendant une réunion, va analyser des temps de parole, qui est présent dans une équipe, qui parle, pour essayer d'analyser des signaux plus faibles de parité. Et moi, j'ai aussi l'idée de potentiellement, ce serait chouette d'avoir une espèce de Google Translate pour transformer tout langage dans un langage inclusif, un langage épicène qui concerne tout le monde. Donc, en fait, ça n'a pas de limite. C'est très créatif comme processus et ça montre que tout ce que ça peut faire. Et donc, là-dessus, j'aimerais conclure du coup sur ici, vous pouvez trouver toutes les références. Ça, c'est le site où vous trouvez pas mal de vidéos, des BD et tout ce qu'il vous faut comme support. Et sinon, n'hésitez pas à me demander. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Carolina Coulthard. Merci, Aude. Bonjour à toutes et tous. C'est réellement un plaisir de participer dans ce séminaire. J'aimerais commencer par remercier la Fédération Wallonie-Bruxelles, la francophonie, la mission permanente de la Wallonie-Bruxelles à Genève et bien sûr à l'UIT pour l'invitation. Je suis Carolina Quintana et je travaille dans les programmes d'économie créative de la CNUSET, la Conférence des Nations Unies pour l'économie. Et tout d'abord, j'aimerais notre programme. Alors, notre rôle, c'est premièrement de continuer la recherche et l'analyse des politiques pour aider les pays en développement à mettre en place des cadres pour qu'ils puissent développer leur industrie culturelle et créative. Aussi, de favoriser la coopération entre les créateurs et les gouvernements, les organisations internationales et les secteurs privés qui travaillent à promouvoir les secteurs. Deuxièmement, notre rôle est de promouvoir une meilleure compréhension du commerce international des biens et services créatifs au niveau global et aussi au niveau national. Et donc, dans ce cadre-là, on travaille pour générer et faire des analyses des données sur les commerces de ces biens créatifs. Et puis finalement, notre travail aussi consiste à créer des plateformes pour la promotion de l'économie créative en tant qu'outil de diversification économique. Donc, nous organisons des dialogues intergouvernementaux où nous parlons de comment avancer l'économie créative. Et dans ce cadre-là, quel est le rôle important de la technologie, y compris l'intelligence artificielle, l'intelligence augmentée,
et le rôle de la propriété intellectuelle ainsi que les tendances sur le commerce international. Donc, la perspective, c'est une perspective intégrant et tous les aspects qui vont faire progresser cette économie créative. Maintenant, donc, comme vous avez vu, notre perspective est plutôt commerce et développement, et ça c'est assez vaste aussi. Mais ce qu'on a vu récemment avec les COVID, c'est que les services créatifs se développent parallèlement à cette économie numérique. Donc, la demande des contenus culturels qu'on a vu ces derniers temps durant la pandémie s'est intensifiée. Et la musique, les cinémas, les jeux vidéo, ils sont tous en fait très liés au commerce électronique. Et ça, nous pensons qu'il a favorisé aussi le développement de ces industries. Le COVID-19 a vu de nombreux créatifs se tourner en effet vers des plateformes et technologies numériques, y compris l'intelligence artificielle, pour se connecter avec le public et aussi les consommateurs. Maintenant, le défi sera de savoir comment monétiser, n'est-ce pas, et c'est là, et augmenter la répartition équitable de revenus. C'est un débat qui vient depuis longtemps, mais qui va continuer. Et peut-être que l'intelligence artificielle va pouvoir, d'une façon plutôt plus équilibrée, faire rémunérer, faire valoir la création des artistes de plusieurs pays, des pays en développement et pas seulement dans les pays plus développés. On a vu par exemple Netflix a ajouté plus de 25 millions d'abonnés pendant les premiers semestres de cette année. Ça, c'est assez considérable. Ça montre en fait que la créativité, la création continue. Et il y a des vecteurs pour pouvoir, pour tous, de pouvoir partager de cette créativité, mais il faut encore regarder des aspects où l'intelligence artificielle pourrait être un facteur déterminant pour créer des équilibres. Alors, en effet, on a vu, je ne vais pas entrer dans les détails, excusez-moi. On a vu l'excellent rapport qui a été créé par Octavio, et, la relation entre l'intelligence artificielle et l'art. On a vu des exemples de pays francophones. On a l'habitude d'entendre beaucoup plus des exemples de la part des pays développés, n'est-ce pas? Comment ils sont adoptés rapidement l'intelligence artificielle dans plusieurs secteurs économiques, mais y compris, par exemple, l'industrie cinématographique pour prédire le succès des films, écrire des scripts, concevoir des graphismes, sélectionner les acteurs, etc. Donc là, on peut se poser la question, où est l'artiste, où se situe l'artiste et que va devenir son emploi dans le futur? C'est une question ouverte normalement. On est là justement pour essayer de réflexionner sur ce qui est en train de changer et dans cet univers qui affecte les secteurs culturels. J'aimerais aussi dire un mot sur la Suisse. J'ai vu qu'ils sont aussi, ils soutiennent cet événement. Et puis la Suisse, c'est un cas très intéressant parce qu'ils ont souligné leur fort engagement dans le domaine de l'intelligence artificielle éthique. Donc là, j'ai vu Paolo parler de ça. Je trouve que et ça, c'est quelque chose qu'on va, en tant qu'organisation internationale, vraiment devoir porter, de parler avec les pays membres, de les faire raisonner et comprendre les enjeux qui se situent dans ces domaines-là et comment ça va affecter la culture. Donc, l'intelligence artificielle affectera probablement de manière disproportionnée les populations du monde en développement. Ça, on peut l'anticiper parce que les infrastructures technologiques dont ils disposent, les compétences numériques, les financements pour la recherche et le développement, leur cadre juridique et institutionnel pour réglementer justement ces technologies sont très, très différents dans tous ces pays.
Donc, c'est un débat qui doit se mener au niveau des institutions spécialisées et aussi au niveau international et au niveau global, on va dire. Un autre impact que je voulais relever, parce que ça, c'est très important, c'est l'impact sur les marchés du travail. Et selon la CNUSED, les nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, entraînera inévitablement un changement majeur sur les marchés du travail, y compris la disparition d'emplois dans certains secteurs et aussi la création d'opportunités dans d'autres. Donc, c'est aussi un domaine où on va devoir examiner des nouvelles compétences, des différentes compétences et une nouvelle génération aussi de politiques de protection sociale, parce que nous, déjà, comme nous savons, les secteurs culturels et industrie, ils travaillent aussi déjà dans des conditions précaires dans certaines parties du monde. Donc, il faut innover dans ce sens-là. Il faut aussi avoir des grands investissements dans l'éducation en offrant à tous un accès à vie aux opportunités d'apprentissage, parce que pas seulement les industries culturelles et créatives vont devoir apprendre la maîtrise des nouvelles technologies comme la IA, tout le monde en fait, hein, on est tous obligés d'aller vers cette nouvelle économie digitale et donc le système éducatif doit s'adapter. Et nous ne connaissons pas encore le potentiel réel de l'IA, mais nous pensons qu'il faut renforcer les liens culture, technologie et développement. Il est important de réfléchir, comme on a entendu les autres intervenantes, le rôle de la créativité humaine dans les sociétés futures et si elle représente une opportunité, dans quelles conditions, quelles sont les conditions pour favoriser cet développement, en particulier pour les industries créatives. C'est un débat ouvert. Et ce que nous savons, c'est que l'économie créative gagne du terrain dans les terrain de la vision contemporaine du développement et que l'intelligence artificielle va jouer un rôle très, très important. Et dans ces cadres-là, et particulièrement dans l'accomplissement du développement des objectifs du développement durable. Et dans ces contextes-là, je voulais finir par parler d'une résolution des Nations Unies qui vient justement renforcer cette idée de la contribution vers les objectifs de développement durable. C'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui a approuvé la résolution et déclare l'année 2021 comme l'année internationale sur l'économie créative. Et cette résolution encourage tous les organismes des Nations Unies ainsi que tous les parties prenantes à participer, à sensibiliser, à promouvoir la coopération et le réseautage, les partages des meilleures pratiques et des expériences sur les industries culturelles et créatives, à développer les capacités des ressources humaines et promouvoir un environnement propice et à tous les niveaux. J'aimerais dire, pour finaliser, la CNUSED ainsi que la UNESCO sont les points focaux pour l'implémentation de cette résolution, mais il y aura des autres organismes internationaux qui seront invités. Et nous avons établi une feuille de route des événements qui auront lieu en 2021 auxquels vous pouvez accéder. Nous aimerions bien partager avec vous et vous encourager en fait à parler avec les gouvernements, les créatifs, les organisations, les associations, à réaliser des événements dans cette année pour pouvoir utiliser cette opportunité à les inciter à faire leur contribution au développement durable, mais aussi encourager des actions concrètes visant à soutenir une économie créative, car c'est un secteur qui a été fortement frappé durant cette crise. Et puis aussi à s'intéresser et intégrer plus ce qui est les technologies comme l'intelligence artificielle. Merci.
Merci beaucoup, Carolina. Et j'en profite pour toutes et tous vous remercier pour vos interventions à nouveau très riches. Alors, on est connecté depuis Genève, Buenos Aires, Montréal, Mokolo, San Diego, Bamako, Pise, Saint-Rémy, les Chevreuses. Celui-là, il faudra peut-être le googler. Tunis, Namur. Merci en tout cas à vous d'être là. On va passer à la partie questions-réponses. Alors, évidemment, il y a déjà énormément de questions qui ont été posées. Comment associer la culture ou plutôt les cultures dans les agendas IA internationaux? Comment déterminer la paternité d'une œuvre dans le contexte d'une œuvre utilisant l'intelligence artificielle? Qui écrit l'intelligence artificielle? Pour qui? Pourquoi? Qui détient les brevets? Secteur privé, secteur public? Comment analyser et objectiver les impacts de l'intelligence artificielle pour les communautés? Comment les artistes peuvent comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle, et faire des choix informés afin de façonner l'avenir de l'intelligence artificielle. Par quel mécanisme les algorithmes deviennent-ils machistes? Comment l'intelligence artificielle peut-elle devenir un levier pour l'égalité entre les hommes et les femmes? Quelles sont les conditions pour favoriser le développement dans le cadre des industries culturelles et créatives? Voilà un peu un aperçu de tout ce dont nous avons parlé. Alors, on a un participant qui nous a posé une question un peu pratico-pratique et je vous propose de commencer par celle-là. C'est Monsieur Zoglami qui nous dit bonjour d'abord. Il est heureux de nous retrouver pour ce nouveau webinaire. Sa question, c'est pour Paolo Lanteri. Il accompagne une start-up africaine qui s'appelle SIP Management et qui a développé un système en intelligence artificielle sur la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, les dessins et les modèles. Alors, cette start-up, elle se spécialise dans les industries culturelles créatives africaines. Alors, comment aider les jeunes qui ont des idées mais qui ne sont pas forcément soutenus par leur gouvernement ou par des investisseurs qui se retrouvent un petit peu loin de leurs préoccupations? Est-ce que Paolo Lanteri a une explication? Oui, merci beaucoup pour cette question, que c'est absolument de grande actualité. Et là, je suis obligé d'être réaliste. L'AEMPI est une organisation qui est gérée par ses États membres, donc nos ayants droit sont les gouvernements. Donc la plupart de nos soutiens techniques, c'est distribué à travers des gouvernements qui demandent, par exemple, des programmes spécifiques sur les petites et moyennes entreprises. Après, on a, donc là, la première réponse, c'est on serait heureux de travailler avec cette petite start-up et normalement, la requête, il doit être channel, il doit être canalisé à travers le pouvoir public. À côté de ça, on a deux projets, deux activités. Un, c'est spécifique pour le soutien aux inventeurs. Donc, si vous avez un brevet, vous avez un nouveau système de développer une application, on a un programme spécifique pour aider les inventeurs individuels. Et aussi, un nouveau projet lancé l'année passée qui s'appelle Wipe for Creators, qui c'est spécifique pour les industries culturelles et créatives. Donc, je n'ai pas compris exactement dans quel domaine cette IA déroule, mais si c'est par exemple la musique, on a déjà en ligne, vous pouvez le chercher. Et malheureusement, pour l'instant, c'est que ça, on n'a pas une aide économique qu'on peut donner aux individus, aux entreprises, les sociétés individuelles. Désolé. Merci. Alors, je vois dans le chat qu'on vous demande également de partager le lien vers le rapport, si possible. Ça n'a pas encore été fait, c'est vrai. Merci à vous toutes, à vous tous d'être très actifs dans le chat. C'est donc pas forcément tout à fait simple de faire un choix. Mais peut-être qu'on peut revenir plutôt sur des questions éthiques. Laetitia Boussaka qui demandait comment monétiser la créativité à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est une question qui est plutôt large, mais peut-être qu'on pourrait avoir quelques éléments de réponse avec Valentine Godard, par exemple. Oui, bon, mais merci de m'interpeller. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous référer à aller voir les travaux extrêmement inspirants de Kimani Godard. Et j'ai mis le lien, je le remets ici pour le bénéfice de tout le monde, pour que ce soit bien clair.
Puis je pense que ça va peut-être répondre à l'autre question un petit peu, pas en termes de soutien de financement, mais peut-être en termes d'inspiration. Kimani, elle est basée à Genève et au Bénin. Je pense qu'elle a les pieds un peu aux deux endroits. Et ce projet start-up qui est basé sur sa recherche et son haut niveau d'expertise en matière de propriété intellectuelle nous permet, en fait, vise à utiliser l'intelligence artificielle pour éviter l'appropriation culturelle. Donc, dans le fond, pour monétiser ce qu'elle appelle des grassroots innovation and creation. Donc, j'ai jamais réussi à traduire grassroots très, très bien en français, là, mais une innovation, des projets créatifs qui commencent à la base. Donc, je vous invite à aller voir sa page parce que c'est vraiment la personne que j'ai découverte cette année, que j'ai invitée à la conférence que j'organise annuellement hier en mission sociale. Et je vous inviterai, j'ai aussi mis le nom de Michaela Mantegna, qui est aussi une experte. Elle est basée en Argentine, qui travaille à la jonction de l'API, de l'art et de l'IA, et tout particulièrement du jeu. Et on parlait tout à l'heure de l'IA pas sans elle. Elle se sert de sa connaissance juridique en matière de propriété intellectuelle, mais surtout en matière de jeu pour augmenter la représentation des femmes dans un secteur qui est aussi extrêmement genré, si je peux le dire comme ça. J'en profite pour vous annoncer, pour vous dire que Aude Bahreïn a malheureusement dû quitter le webinaire pour aller vaquer à ses occupations. Mais merci Valentine pour cet élément de réponse. Il y avait une autre question qui était celle de comment est-ce qu'on peut s'assurer finalement de l'intégrité des recherches pour toutes ces compagnies, pour tous ces organismes. Alors évidemment, on se doute fort bien que justement, chaque organisme a son propre modèle de gouvernance avec ses moyens de contre-pouvoir. Mais peut-être qu'on peut avoir quelques éléments de réponse avec vous, intervenants qui justement ont travaillé dans différents organismes. Comment est-ce que on met en place des garde-fous et comment justement une certaine forme d'intégrité et une transparence peut être garantie. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole à ce propos. C'est vrai que je n'ai pas désigné, mais allez-y, je vous en prie. Personne ne veut se mouiller, on dirait. Moi, pour être honnête, j'étais certaine que quelqu'un d'autre prendrait la parole. Alors, mon esprit est comme parti dans le chat et puis j'ai comme un peu manqué la question. Alors, en toute transparence, si tu veux la répéter, peut-être que je peux répondre. Là, mon œil était comme parti parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui parlait du futur des musées. Et puis, je suis sur le conseil d'administration du Musée des Beaux-Arts ici à Montréal. Alors, j'ai été complètement distraite. Je suis vraiment désolée. C'est pas du tout un problème. J'aime beaucoup cette honnêteté, justement. Valentine Godard qui est partout, à la fois sur le chat et à la fois qui répond à nos questions. Merci. Je posais la question de justement l'intégrité dans les recherches et les mécanismes à mettre en place pour justement s'assurer qu'une certaine forme d'intégrité et une éthique de l'intelligence artificielle soit prise en compte, et notamment dans les processus de recherche au sein des organismes. Écoute, je ne sais pas si ça va répondre vraiment à la question en termes d'intégrité, parce que je pense qu'au cœur de tous les chercheurs que je connais, l'intégrité, elle est là. Par contre, j'ai envie de mettre dans le chat la référence à un livre de Steve Wertzler qui s'appelle Electric Sounds et qui réfère à l'historique de la réglementation en matière de nouvelles technologies. Plus spécifiquement, dans ce contexte-là, c'est acoustic media, donc les médias acoustiques. Et c'est intéressant de voir, on parlait tout à l'heure de propriété intellectuelle, comment il y a eu un regroupement d'entreprises qui ont pris le contrôle sur les brevets. Il réfère au concept, en fait, de l'institutionnalisation
de l'innovation et de la créativité. Donc là, je reviens au milieu de la recherche. Qui finance les recherches à l'intérieur des universités? Qui est juste à l'extérieur des universités en attendant pour pouvoir créer des systèmes soit d'accélération ou des laboratoires qui vont ensuite prendre possession de la propriété intellectuelle? Moi, je pense que je fais juste soulever des questions, mais je me demande si on n'a pas une répétition de l'histoire qui est en train de se voir et si ça n'a pas un impact, en fait, sur quelle utilisation de l'IA on va mettre de l'avant et valoriser. Je peux donner un exemple. En fait, on va revenir à la fracture genrée en IA. Les centres de recherche en intelligence artificielle ont généralement un nombre de femmes en bas de 15%. À Montréal, c'est 5 à 7%. Donc, si on a une initiative qui sort seulement du milieu universitaire, du milieu de recherche en IA, automatiquement, statistiquement, on sait que ça va être une initiative qui va être, même si on veut améliorer l'accès à l'éducation à travers l'intelligence artificielle, on va se retrouver avec 4, 5, 6 jeunes chercheurs masculins en train d'essayer d'améliorer l'accès à l'éducation. Alors que l'éducation, quand on regarde en termes de nombre de travailleurs, travailleuses, c'est un secteur qui est fortement féminin. Donc, en matière de protéger l'intégrité, je ne sais pas si c'est vraiment à ça auquel vous faisiez référence, mais pour moi, le respect non seulement des données des parties prenantes, mais aussi de la perspective des parties prenantes et de s'assurer qu'on ne va pas promouvoir ces solutions d'améliorer l'accès à l'éducation à travers l'IA sans avoir avant vraiment consulté et travaillé avec les parties prenantes, dans ce cas-ci, par exemple, des enseignantes ou des travailleuses sociales. Et je pense que ça aiderait à améliorer la confiance que les gens ont envers l'intelligence artificielle. Plusieurs chercheurs de grand renom vont souligner comment ça améliore la qualité des questions qu'on se pose, la qualité des données qu'on recueille, la qualité des questions, la conception des algorithmes et la pertinence de l'utilisation de l'IA qu'on en fait. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais au moins, j'espère avoir provoqué d'autres. Si, très bien. Et en complément d'information, moi, j'aimerais dire qu'en effet, il y a très peu de chercheuses au féminin en intelligence artificielle. On estime plus ou moins à 12% de manière globale. Ce qui ne m'empêche pas de donner la parole à Octavio qui voulait donner un complément d'information sur ce que vous venez de dire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Valentine. Je pense qu'il y a ici dans la question de l'éthique de la recherche, que ce soit au niveau des universités qu'au niveau des entreprises, il faut d'abord sensibiliser les chercheurs, parce que parfois il y a des chercheurs qui ne sont pas conscients des problèmes de biais, de race, de genre, etc. Mais aussi, il faut travailler sur la diversité humaine des équipes qui travaillent, qui développent des solutions d'IA. On l'avait un peu traité dans un des webinaires, je pense que le deuxième, au siège de l'UNESCO, parce que sinon, c'est ça le risque, c'est d'avoir, comme disait Valentine, d'avoir un domaine qui est majoritairement masculin, d'hommes blancs, qui vont essayer de voir comment enlever les biais de genre des algorithmes et quelques biais racistes. Et si on ne change pas les équipes, la conformation des équipes même de travail, ça c'est impossible, parce que les biais dans l'IA ne sont pas comme un virus qu'il faut traiter comme qu'il faut éliminer. Et en fait, ils sont presque impossibles parfois d'éliminer. On ne peut pas avoir une IA aseptisée. Et c'est ça le problème parfois de l'approche des ingénieurs par rapport à l'IA. Les biais sont des stéréotypes culturels. Et de nouveau, on voit la culture qui a des choses à dire ici. Non? Si on enlève la question de la culture de l'équation, après, elle va revenir par la fenêtre sous la forme de biais. C'est ça le problème. Et donc, comment traiter tous ces stéréotypes culturels en ayant un débat beaucoup plus pluriel au sein des équipes de travail. Sinon, finalement, on aura toujours des solutions qui seront biaisées. Si on utilise par exemple Google Translate, et je crois qu'on n'a pas le temps, mais ce serait bien de le voir un jour, si vous traduisez « il est un scientifique »
vers le turc, qui est une langue qui n'a pas de genre. Et après, vous inversez la traduction. Donc, vous avez le turc comme langue principale. Le résultat toujours sera masculin. Donc, scientifique, pour Google, est masculin. Si vous utilisez infirmier, finalement, ça va devenir infirmière. Donc, pour la machine, il y a des professions qui sont d'hommes et des professions qui sont de femmes. Et parfois, ce sont les professions de plus de pouvoir qui sont masculines et moins de pouvoir qui sont féminines. Donc, il y a des biais partout, non seulement dans le code, mais aussi dans les données et dans la conformation des équipes. Et ça a des conséquences énormes. Donc, oui, à mon avis, il faut travailler sur la conformation des équipes. Et je vous conseille de voir, je peux vous partager ce lien par le chat, de voir ce qui s'est passé avec l'affaire de Tibnit Gebru à Google. Ça fait juste quelques jours. Et elle dit que les grandes compagnies de technologie, quand elles font de la recherche et l'application en IA, elles sont institutionnellement racistes. C'est très fort, c'est très fort. Donc, je pense que c'est lié en partie à qui développe l'IA. Non pas seulement comment il la développe, mais qui sont ces ingénieurs. Qui sont ces ingénieurs et ces ingénieuses et justement sur la diversification des équipes, à la fois des profils, on le disait, et là je te rejoins Octavio, mais aussi une forme de diversification culturelle at large, c'est-à-dire à la fois dans la manière dont on peut hybrider les équipes et aussi comme à l'image d'aujourd'hui, les lieux de connexion, les lieux d'origine, voilà, en tout cas une hybridation à tous les étages. Je vais faire un grand écart parce qu'il nous reste quelques minutes encore pour poser une question tout à fait autre, mais néanmoins toujours en lien avec le webinaire qui nous rassemble aujourd'hui. On en a parlé, on l'a évoqué avec Carolina Quintana, l'impact de l'intelligence artificielle sur les emplois dans l'économie créative. C'est une question qui est revenue plusieurs fois au sein de la saison de webinaire. Alors, on se demande, est-ce qu'évidemment ce sera plutôt positif, plutôt négatif? Ça dépend un petit peu d'où on se situe pour y répondre. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de perspective pour cette année 2021 qui arrive et qui est justement placée sous le signe de l'économie créative? Est-ce qu'on est plutôt dans la colonne des plus ou dans la colonne des moins? Merci, Flora. C'est une question difficile parce que déjà, les termes de l'intelligence artificielle, c'est assez vaste. Et nous, comme j'ai dit au début, on n'est pas spécialiste dans le domaine de l'intelligence artificielle. On commence maintenant à voir l'importance qu'il joue dans le secteur de la culture. C'est difficile à dire, mais je pense que de toute façon, il y aura toujours cet équilibre déjà existant entre les conditions des pays en développement par rapport aux pays plus développés qui ont plus de ressources et qui sont peut-être plus éduqués des fois, avec un meilleur accès à l'éducation en général que des autres. Donc déjà, je pense qu'à la base, on va partir d'une condition qui n'est pas égale. Maintenant, si j'ai vu un de personnes qui a mis un message sur le chat là, et il disait déjà il faut avoir accès à l'internet, déjà il faut avoir un certain niveau de connaissances pour pouvoir accéder à cette technologie. Donc je pense ça va être un terrain assez déséquilibré. Comme j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, je pense que l'éducation va jouer un rôle très important. Il faut toujours travailler avec l'humain. L'humain, c'est au centre de toute activité humaine. Donc, je pense qu'il faut vraiment
travailler sur l'éducation, améliorer les systèmes d'éducation. Et comme ça, je pense que les humains vont pouvoir maîtriser, au mieux utiliser à leur avantage la technologie qui va continuer à se développer. Et c'est tout ce que je peux dire parce que le futur dans ces domaines-là, c'est très incertain. Merci. Incertain, d'autant plus, et je fais référence aux commentaires de Valentine Godard dans le chat, évidemment, la fracture numérique qui s'accroît aussi. On en parlait lors du précédent webinaire. Octavio nous parlait de la fracture créative aussi, qui est un des enjeux et qu'on voit bien à l'œuvre aujourd'hui. C'est le temps de clôturer ce webinaire. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé. Merci pour vos interventions aussi. Merci pour tous les liens qui sont dans le chat et disponibles encore. C'est le moment de faire quelques copier-coller. Je vais rendre la parole à Xenia Fontaine. Merci à vous tous et belle soirée. Merci beaucoup Flora et un grand merci à tous nos intervenants pour cette riche discussion. Et nous voudrions également remercier la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Genève, le réseau francophone de l'innovation et l'Organisation internationale de la francophonie de nous avoir aidés à préparer ce webinaire. L'enregistrement sera bientôt disponible sur notre site web ainsi que sur la chaîne YouTube AI for Good. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la programmation numérique AI for Good, nous vous invitons à consulter notre site web. Nous remercions également tous nos partenaires, sponsors ainsi que la Suisse pour leur soutien continu. Et finalement, je voudrais en profiter pour souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année ainsi que nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Merci et à très bientôt. Selector, rewind selector, rewind selector, rewind selector, rewind selector, rewind selector. Selector, rewind selector.